C'est bon? Oui. Donc là, il y a 2 ans, on avait demandé de faire un petit topo sur les voies d'abord et perfusion. Pardon. Donc il y a 2 ans, on m'a demandé de faire un petit topo sur la perfusion de manière générale et sur les spécificités un peu de la pédiatrie. Donc je vais vous présenter là le petit plan du topo avec un peu de cadre, un peu les problèmes rencontrés, parce que la perfusion pédiatrique, et de manière générale, que ce soit les prises de sang, les bilans, les poses de cathéter, tout est plus compliqué que chez l'adulte. Et par contre, tout existe en version miniature. C'est-à-dire que tout ce que vous connaissez dans vos services de réanimation, on peut le retrouver en pédiatrie. Et évidemment, si vous voyez les machines que vous avez, les cathéters que vous avez, de le remettre sur des enfants qui font 3 kilos, voire des fois moins de 3 kilos, ça engendre tout de suite des problématiques. Donc on va les voir. On va voir aussi les solutions qu'on a. Un petit peu des voies centrales et l'intra-osseuse, qui est assez facilement utilisée en pédiatrie, et de voir un petit peu ce qui peut être proposé dans un futur proche au niveau de la perfusion. Donc au niveau du cadre législatif, donc ça c'est votre cadre qui régit votre profession. Donc la perfusion, la voie d'une pose veineuse périphérique est sur prescription médicale. Alors des fois aux urgences elle est un peu protocolisée, mais logiquement elle doit dépendre d'un cadre spécifique, d'une prescription médicale. Donc si un enfant a même un cathlon obturé sans prescription, logiquement on n'est pas en raccord avec la loi. Bon, il y a la réalité et la loi. Bon, c'est pas toujours exactement pareil. Elle doit être régie par des conditions d'asepsie très rigoureuses, donc que ce soit sur la pose, la manipulation et l'entretien. Évidemment, de choisir un cathéter adapté à l'indication et aussi à l'âge de l'enfant. Donc là, je vous ai ramené, d'habitude, je les faisais passer de main en main. Vous allez comprendre qu'en configuration actuelle, on ne va pas les faire passer, mais vous pourrez venir les voir. J'ai ramené des cathéters les plus petits, qui commencent au 1 French. Ça, c'est sur les voies centrales. Donc du 1 French, et là, on doit avoir un 5 ou un 7 French. Et je vous ai amené aussi les tailles de cathlon qu'on utilise. Vous avez probablement déjà en tête le bleu, rose, vert, gris. Bon, nous, on s'arrête déjà au vert. Et c'est exceptionnel qu'on pose des verts, évidemment. Et on a une taille jaune, que vous connaissez peut-être. Et on a une taille encore plus petite, on part en violet. Donc souvent, ça, c'est un peu méconnu, cette taille-là. Vous pourrez venir les voir. Et je les ai mis en photo avec les correspondances de gauge et de débit qui vont être possibles avec chaque cathlon. Donc adapter la taille en fonction de l'indication et au patient, donc son âge. Le fait qu'on n'utilise pas une fistule, ça vous le savez, et aussi plaies ou des lésions cutanées. Ça, c'est vraiment le cadre législatif. Ensuite, sur les recommandations ou les spécificités. Si jamais on est en situation de pilosité, toujours préférer une tonte que de raser. Mais ce qui est spécifié aussi, c'est qu'en pédiatrie, on peut une tonte du cuir chevelu, parce qu'on va pouvoir utiliser le réseau du crâne, de la tête, chose qu'en adulte, on ne fait pas. Mais surtout chez les plus petits, donc en néonatologie ou sur les nourrissons, quand on est vraiment en difficulté extrême, ça peut être un accès vasculaire pour une pose de voie veineuse. Et même une voie veineuse centrale. En néonatologie, chez les prématurés, on peut poser des cathéters. Donc c'est des KTEC, épicutanéocaves, donc c'est les plus petits, qu'on va insérer via une veine de la tête jusqu'au cœur. En tout cas, jusqu'à l'entrée du cœur pour avoir une vraie voie centrale. Et l'administration au long cours d'une nutrition parentérale adaptée, des amines si besoin, toutes les choses que vous connaissez sur vos cathés centraux, on pourra le faire sur des tout petits patients. La réglementation au niveau des durées maximales en adulte, on est sur 96 heures. Peut-être pas toujours connu, mais c'est la législation. En pédiatrie, on n'en a pas. Évidemment, il va falloir être très rigoureux sur la surveillance et c'est un risque infectieux qu'on retrouve assez fréquemment. Il y a des enfants qui des fois font des débuts de sepsis sur des cathlons obturés qui sont restés trop longtemps. Donc la législation est un peu floue, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de durée limite, mais en tout cas d'avoir une surveillance pluriquotidienne sur l'état d'inflammation infectieux que vous connaissez déjà dans la surveillance d'une VVP classique. Donc voilà les surveillances, d'avoir une traçabilité, c'est bien beau de dire ah, j'ai surveillé, si c'est pas tracé, ça n'a pas de cadre, ça n'a pas de valeur sur un plan légal.
Donc le pansement, on est sur la même chose, des pansements qui sont occlusifs, en général plutôt transparents pour pouvoir voir l'état d'inflammation au niveau du point d'insertion. Sur les autres problématiques qu'on a au niveau des perfusions, la première, c'est la taille des veines et la fragilité des veines. Évidemment, un enfant qui fait 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, et encore plus celui qui est dans un âge où il ne commence pas à marcher, et il fait ses journées, ce rythme entre je me réveille, je mange, une fois que j'ai bien mangé, je vais essayer de choper un objet là-bas, j'y arrive pas, ensuite je vais remanger, et je vais dormir, et je vais remanger. Et à 8, 9, 10 mois, vous avez des enfants qui sont tout comme ça, tout potelés, qui ont deux cuisses, et qui sont vraiment sur des complications de perfusion quand ils arrivent aux urgences ou en réanimation, parce que d'une part on voit rien, on sent rien, et en plus on a un tissu adipeux qui s'est formé. C'est normal, hein, ils ont grossi, ils ont commencé à grandir, et ensuite ils vont apprendre la marche, et c'est là où il va y avoir une fonte, un peu une perte de poids. Mais on a vraiment des enfants qui arrivent, qui sont très très potelés. Donc ça, ces enfants-là, quand on doit les perfuser, on est déjà dans une situation complexe. La technique est un peu différente que la technique d'adulte. On va jamais en perfuser, en tout cas sur les plus petits, directement dans la veine pour monter le cathlon. On va plutôt essayer de visualiser le trajet de la veine, de piquer en aval et ensuite de faire monter une partie du cathlon pour reprendre le trajet de la veine. Donc il y aura deux petites vidéos enfin qui vous montrent un peu ces techniques-là où on ne va pas directement dans la veine, surtout qu'il y a un risque de faire claquer la veine à ce moment-là, mais plutôt d'y aller sous la peau pour rejoindre la veine. Un petit score de difficulté, ou en tout cas un score qui prédit un échec à 50% si on a un score supérieur à 4. Donc vous voyez, si elle est visible, palpable, si le patient a plus de 3 ans et il n'y a pas eu de prématurité, on est à 0, on se dit c'est pas mal. Après là, les personnes âgées sont aussi dans des situations un peu compliquées, même des fois on la voit, on la palpe, et puis ça roule, ça claque. Les personnes âgées déshydratées, vous avez ces situations-là que vous rencontrez. Nous, on en a d'autres, et c'est des fois aussi compliqué. Mais on a après, vous verrez, quelques solutions. Et donc, si on se trouve sur un enfant qui a moins de 3 ans, la veine étant non palpable, ce qui est du coup, en fait, quasiment tout le temps le cas, on va avoir une visibilité, mais palper la veine sur les sensations au doigt, on va le retrouver très rarement. Et on est du coup tout de suite sur des scores supérieurs à 4 où on part sur la première tentative se traduisant par un échec à plus de 50%. Dans les autres spécificités et problèmes posés, c'est que nos espaces morts en adultes ne sont pas très graves parce qu'on va avoir des volumes de perfusion pour rincer les médicaments, pour apporter nos médicaments. On ne va pas se soucier d'avoir une restriction pour notre antibiotique qui va être passé 3 fois par jour dans un pochon de 100 ml. Évidemment, en pédiatrie et en néonatologie, on est bloqué par des problèmes de volume de dilution. Et du coup, ces espaces morts engendrent aussi des rajouts de volume supplémentaires qui ne sont pas utiles à l'enfant et qui apportent que du volume inintéressant, entre guillemets, sur un apport nutritionnel. Les problèmes des vitesses et des pressions. Donc, la pression, plus le cathéter va être long et fin, donc au niveau d'un calibre restreint, plus la pression va vite être importante. Donc ça aussi, c'est des gestions de pression, de limites d'alarme qui sont en continu en pédiatrie. Donc les dilutions, je vous en ai un peu parlé, et tout médicament qui va être administré va être en lien avec un appareillage, soit un pouce-seringue, soit une pompe volumétrique, mais les débits libres, entre guillemets, la maîtrisette, les choses comme ça, on ne les utilise pas parce que le réseau veineux, la taille des cathlons ne permettent pas une administration, entre guillemets, passive de tout médicament. Donc on est sur une gestion tout le temps paramétrée par des pompes. Donc là, vous retrouvez les cathlons que je vous ai ramenés. Donc c'est celui-là, le 26 gauge. Il est un peu plus petit. Le cathlon n'est pas forcément plus court, mais c'est vraiment en gauge, on est encore sur une taille en dessous. Et vous voyez quand même qu'on a des débits, donc c'est en millilitres minute, hein, donc il faut vraiment multiplier par 60 pour avoir notre débit des millilitres heure. On est quand même sur déjà des choses qui sont assez importantes. Donc en fait, la difficulté souvent n'est pas en lien avec le débit maximum du cathlon, mais plutôt la résistance ou la
la capacité de la veine à tenir des débits importants. Parce qu'évidemment, quand on est sur des veines, sur des cathlons comme ça, on ne les met pas sur les enfants qui ont 4-5 ans. On est sur de la néonatologie, hein. Au niveau du rose et du jaune, dès qu'on va être autour de 2 ans, il vaut mieux essayer de mettre un bleu pour avoir une fiabilité dans nos voies. Et donc après, tout ce qui était le gris et le orange, c'est des choses qui sont inexistantes pour une pose de voie veineuse périphérique en tout cas. Donc les solutions, l'aide et un petit peu la réalité du terrain, c'est globalement le garrot, souvent on l'utilise pas, hein. On utilise des garrots en pression avec nos mains, c'est-à-dire qu'on va positionner pour essayer d'avoir des veines qui gonflent, mais on peut se passer de garrot. L'expérience, ça c'est quelque chose qui est le plus important dans tous les services et encore plus pour les perfusions des plus petits. On utilise principalement des cathéters non sécurisés. Ceux que je vous ai ramenés, ils sont non sécurisés. Alors on est un peu hors cadre de la législation parce qu'ils ont tendance à vouloir virer tous les cathlons non sécurisés dans les hôpitaux. Et en pédiatrie, c'est extrêmement compliqué d'avoir juste une chance, entre guillemets, alors qu'on a tendance des fois à faire des allers-retours pour retrouver le trajet de la veine. Donc avec des cathlons sécurisés, c'est pas du tout agréable comme manipulation. Et en général, dès qu'on enclenche la sécurité, ça peut faire claquer la veine. C'est-à-dire qu'on est dedans, c'est super, et puis on enlève la sécurité, paf, on voit que la veine elle pète tout de suite. Donc c'est pas forcément agréable pour la personne, pour le patient, pour les parents qui sont à côté, pour le soignant aussi de se dire je vais recommencer alors que j'étais dedans. Donc les cathéters sont non sécurisés. Évidemment, connaître son réseau vasculaire, ça c'est primordial. Quand on va se mettre à raser les cheveux, on va aller directement sur le passage des veines. Et pareil, quand on va regarder sur les pieds, sur les mains, ou peu importe où on va trouver une veine, il faut connaître son réseau vasculaire. Donc l'insertion en aval, j'en ai déjà un peu parlé. Il n'y a pas de sensation au toucher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de veine et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, mais c'est une autre méthode de perfusion que la méthode qu'on peut connaître. C'est beaucoup visuel. On se dit, ah, là je vois un truc, ça ressemble à une veine. Et puis vous allez voir aussi l'AcuVeine, je ne sais pas si vous l'utilisez dans vos services. Donc c'est des lumières qui permettent en fait de faire ressortir le réseau veineux. Donc on va voir une photo et je crois que la vidéo est aussi faite avec. Donc évidemment les fixations sont ultra importantes en pédiatrie parce que souvent l'adhésion du patient n'est pas totale. Et si on laisse la possibilité d'avoir une petite boucle où il peut tirer sur ses perfusions, les enfants de 3, 4, 6 mois, 2 ans, c'est dès qu'ils commencent à jouer, à être en colère, ils ont tendance à vouloir tout arracher, un peu comme les personnes âgées aussi, ou les personnes avec des troubles psychologiques ou neurologiques. Ça ne veut pas dire qu'être enfant, c'est avoir des troubles neurologiques ou psychologiques, mais on n'en est pas loin des fois sur les colères. On va passer. Donc voilà la cuvaine. Donc il y a plusieurs appareils. Là, c'est celui qu'on utilise. Et il peut soit le faire dans ce sens-là, où on a une autre lumière, où ça va inverser, les veines seront en rouge et le pourtour sera un peu plus noir. Ce qui permet souvent d'avoir un repérage. Piquer avec, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas la sensation de profondeur. Donc on va avoir le trajet, mais on ne sait pas exactement si on va être en dessous ou au-dessus. Donc souvent on fait un repérage avec, on commence à piquer, on éteint la lumière, mais on sait déjà que la veine est utilisable entre guillemets, parce que quand elle est claquée, il y a un gros bleu qui se forme avec la cuvaine. Donc ça c'est quand même une aide dès que l'appareil est retiré du service parce qu'emprunté chez un autre, que ce soit le service du dessus qui vient le rechercher, soit quand il commence à être en panne tout de suite. On voit qu'il manque au service, que les gens le recherchent et demandent où il est. Donc c'est des choses qui sont arrivées au départ en disant c'est un peu futuriste, c'est un petit peu bizarre comme technique. J'y arrive pas. À chaque fois que j'ai essayé la profondeur, je la maîtrise pas. Et puis en fait, ça fait maintenant 5 ans, peut-être même plus. Et on voit que c'est devenu indispensable dans les services d'urgence, ils en ont peut-être au moins 3 ou 4, et ça se développe, mais je pense que pour l'adulte aussi, c'est des choses qui... et c'est encore plus visible sur le réseau adulte que chez les tout-petits. Quand nous, on le met, c'est une aide ultra importante. Après l'éco-guidage, alors là, c'est copié sur le monde adulte. Souvent, le monde adulte lance les choses au niveau des certaines procédures ou protocoles, tout simplement parce qu'ils ont une facilité d'avoir un nombre de patients beaucoup plus rapide qu'en pédiatrie ou qu'en néonatologie.
Donc voilà, l'éco-guidage pour les poses de VVP. Régulièrement à la SRLF, ils font aussi des sessions d'entraînement. Donc là, il y a le KB en réanimation pédiatrique qui lance une étude pour avoir un éco-guidage pour la pose de voix. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des sessions d'entraînement ou utilisent cette méthode-là dans leur service. Alors pas encore. On espère que ça puisse se développer. Et là, vous voyez le réseau du coup au niveau du crâne. Donc il faut à tout prix ne pas cathétériser une artère. Donc, la cathétérisation d'une artère, entre guillemets, si on la touche et qu'on injecte et tout de suite ça devient un peu blanc, on enlève, c'est pas très grave, mais c'est la perfusion sur une artère, sur un terme qui peut poser problème en fonction de ce qu'on va administrer. Et donc voilà, là vous avez les veines. Globalement, c'est souvent ici. On voit des belles petites veines. Alors évidemment, il n'y a pas de garrot à mettre. Non, des fois on a vu des choses. Des questions qui pouvaient se poser, voilà. Et l'artère, on s'en va sentir tout de suite le pouls à la palpation sur le trajet. Donc les solutions d'aide, évidemment, ça va être, c'est un peu bizarre, mais c'est en contradiction à ce que je vous ai dit, c'est l'adhésion. En fait, si vous arrivez dans une chambre en pédiatrie, vous présentez à peine, l'enfant vous connaît pas, les parents vous connaissent pas, bon, je suis l'infirmière, je viens faire un bilan ou je viens faire une prise de sang, on a probablement déjà perdu l'adhésion des parents et de l'enfant. Donc ça c'est le travail de la pédiatrie en général, on travaille avec des parents et on travaille avec des enfants. Donc il faut savoir jouer ou en tout cas avoir un relationnel un peu joueur de manière générale et de pouvoir entre guillemets gérer la gestion de stress de l'enfant, la gestion de stress des parents. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants, on ne réagit pas du tout pareil sur sa santé que sur la santé de ses enfants. Donc quand on arrive à l'hôpital et quand encore plus on nous annonce qu'il y a un transfert en réanimation pour son enfant, on n'est plus dans un état normal de compréhension, de gestion de stress pour les parents. Donc ça c'est le premier axe. Pour réussir une perfusion, pour réussir un bilan, ça va être de créer un environnement favorable. Et il faut un peu de temps, et souvent le temps qu'on prend, on le gagne sur si on ne l'avait pas pris, de devoir faire 1, 2, 3 tentatives avec un enfant qui braille, des parents qui disent vous inquiétez pas, je vais le tenir, ça va bien se passer. Non, ça c'est des choses à éviter. Donc la relation de confiance, l'antalgie, donc l'EMLA, si on a un délai de temps évidemment, la pose d'un patch EMLA pour une perfusion ou pour un bilan sanguin, on le fait. Ça donne énormément en fait, on gagne du temps à anticiper les choses. Alors quand on peut, c'est sûr qu'en urgence, s'il faut perfuser, il faut perfuser. Mais voilà, l'EMLA, le MEOPA, ce sont des choses qui sont utilisées de manière quotidienne dans les services de pédiatrie et de réanimation pédiatrique. Le tétine saccharose, c'est vraiment spécifique au nouveau-né ou en tout cas dans les 3 premiers mois de vie. Ça crée une production d'endomorphine, donc ça va avoir un effet antalgique très puissant. Et pour des perfusions et des bilans sanguins, c'est des nouveau-nés qui vont pas bouger, qui vont peut-être montrer sur la fréquence cardiaque une toute petite fluctuation, mais souvent en fin de soins et en réinstallation. Mais c'est quelque chose de magique. Vous administrez quelques gouttes de saccharose plus une tétine, ça augmente avec la succion l'effet d'antalgie. Et au bout de 2-3 minutes, vous pouvez faire des soins qui sont ultra douloureux pour ces enfants-là et qui deviennent ça passe quasi inaperçu quand on regarde au niveau des échelles de douleur pour l'enfant. Et donc quand on a déjà ces premières expériences qui se passent bien, évidemment les secondes sont facilitées. L'enfant n'est pas traumatisé par le fait qu'il doit avoir un bilan. Si on l'associe avec une histoire, le MEOPA ou des comptines, j'ai mis Disney, mais ça peut être aussi des fois les plus grands, du Joule ou de musique qu'on maîtrise mal en tant que soignant, mais qu'eux maîtrisent très bien. Et quand on est sous MEOPA, je ne sais pas si vous avez déjà vu des soins sous MEOPA, ça peut partir très loin. On peut aller dans entre guillemets, un accompagnement vers des histoires extraordinaires et l'enfant, on lui dit, voilà, le soin est fini, on va l'enlever, le masque, on va bien le garder encore un petit peu. Et des fois, il y a des enfants qui vont jusqu'à réclamer, se dire, c'est quand le prochain bilan, quoi, pour associer les bilans avec le MEOPA. Alors après, il ne faut pas rendre les enfants non plus complètement dépendants à certains médicaments, mais c'est magique pour nous. Et l'hypnoanalgésie, c'est quand même sur des gestes beaucoup plus lourds, où il y a des formations qui sont faites en pédiatrie pour amener en fait des séances donc c'est pas de l'hypnose, c'est pas de l'hypnose spectacle, mais c'est vraiment
de- c'est d'amener via des techniques d'hypnose l'enfant dans un autre monde, le détacher entre guillemets un peu de son corps pour pouvoir faire des actes, alors soit sur des ponctions de moelle, sur des gros bilans qui sont très difficiles avec un volume de sang important. Donc c'est des choses qu'on peut mettre en place. On doit être encore au moins trois à avoir eu cette formation-là. Et quand ça se passe bien, les parents ils sont conquis, l'enfant aussi, et le soignant est plutôt valorisé quand on fait des gestes qui se passent bien dans une coopération avec les parents. Donc les problèmes, là on va revenir sur un aspect un peu plus technico-pratique, c'est que donc on a besoin d'avoir des prolongateurs les plus faibles possibles en volume, c'est-à-dire que le fabricant souvent ils mettent des prolongateurs de 20-25 ml, ça c'est pas possible en pédiatrie, donc on les prend, on les jette direct, et on va utiliser des raccords plutôt courts, avec des fois du 0,7 ml dans un prolongateur de 50 cm. Donc c'est d'essayer d'avoir un peu de longueur pour que ce soit agréable pour le positionnement de l'enfant et qu'il puisse un petit peu bouger, mais d'avoir un volume le plus faible possible. Ensuite, c'est exactement pareil, on va avoir des débits en continu les plus faibles possibles, parce que si on a des débits importants, ça engendre un volume d'eau, de volume de dilution important qui ne sert à rien. Du G5, du NaCl, il faut limiter ces apports-là. Il faut focaliser les apports hydriques avec un côté nutritionnel. Donc évidemment, ça nous fait des dilutions assez complexes. On ne peut pas se passer de calculatrice pour rentrer dans ces vérifications-là, ces préparations-là. Donc là, c'est sur de la noradrée à 0,2. Donc c'est du 0,2 gamma kilogramme minute. Un débit à 0,2. On fait ce règle assez facile. C'est du 0,2 pour 0,2 ou 0,1 pour 0,2. Tout simplement pour pouvoir avoir une augmentation et un suivi assez facile. Donc en pédiatrie, on va être sur des gamma kilogrammes minute et on va faire du 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 jusqu'à fois max 2 entre guillemets et c'est en kilogrammes minute. Et donc là, on va avoir des débits qui doivent être les plus petits possibles pour ne pas apporter de l'eau. Et donc on arrive sur des calculs ou sur des seringues de 12 heures, on va avoir 2,4 et ça fait que 0,288 ml de noradré. Autant vous dire que préparer 0,288 ml de noradré, je ne sais pas faire, si jamais vous avez une technique. Donc on fait en général des arrondis pour avoir un peu plus, mais c'est des préparations ultra spécifiques. La seringue de 1, c'est notre ami. On ne sait pas faire sans seringue de 1, ces médicaments-là. C'est des seringues qui sont très peu utilisées chez l'adulte et qui sont utilisées tous les jours en pédiatrie. Et donc on va, je sais pas, essayer de préparer 0,3, de faire un petit rapport en croix. Et évidemment, tous les volumes dans les pompeuses sont à enlever, donc il faut changer de pompeuse à chaque fois. Donc c'est des préparations qui sont beaucoup plus longues pour une seringue de noradré que vous allez préparer en systématique en moins de 2 minutes dans vos services, parce que la dilution, elle est déjà connue pour tous les patients. La vitesse, elle est connue pour tous les patients. Vous allez être protocolisé où le médecin va vous dire, voilà, augmentation de temps pour une PAM à temps. Et puis, si jamais vous augmentez trop rapidement, une petite alarme en disant prévenir les médecins. Là, on va être sur chaque patient, sa prescription, sa dilution de noradré. Ça va probablement changer. On va essayer de mettre en place là, des techniques de dilution un peu plus standards. Mais là, à l'heure actuelle, on est encore sur ces difficultés de préparation de médicaments. Donc évidemment, il faut des petites seringues, changer les pompeuses, d'avoir une rigueur sur les calculs et souvent même de vérifier à deux. Ouais. Du coup, comment vous intégrez les prolongateurs, le volume du prolongateur, parce que sur 2,4. Alors du coup, en fait, c'est là globalement, on ferait un 0,3 ou 0,4 de noradré, ça nous donnerait un volume un peu plus important. Et si jamais on est sur la première seringue, donc avec un prolongateur, globalement le prolongateur il va être celui de 2 mètres, mais qui fait pas 4 millilitres, il fait 2 millilitres, enfin il fait 1,8 millilitres chez nous. Donc c'est même pas les classiques. Et il va falloir les purger quoi qu'il arrive. Et après, pour nos amis, on les met en relais sur la basie. Et donc on a un robinet et juste un petit prolongateur de 10 cm qu'on change à chaque fois pour les nouvelles seringues. Mais voilà, c'est toujours réfléchir sur la première utilisation d'un médicament en continu. Il va falloir que je l'intègre, que si je regarde la prescription, j'aurai jamais assez pour purger et ma ligne et commencer les médicaments et l'administration. Donc il va falloir sur les changements de tubulure ou la pose d'un médicament,
garder en tête que le prolongateur, il va falloir qu'il fasse partie du volume Le total. volume pour la première. Ouais, exactement. Et ça, c'est si jamais on commence à 0,2. Si l'hypotension perdure et que on soit amené à augmenter la noradrée et que au bout de 3 heures on est déjà à 0,6, bah, ce calcul-là, il va pas nous faire 12 heures, hein. Il va nous faire donc 3 fois moins de temps et donc d'anticiper aussi sur. Il va pas falloir faire des volumes trop importants parce qu'en gros on pourrait se dire bah vas-y, je vais faire avec cette concentration-là, je fais ma plus grosse seringue possible. Et ben en fait, si on prend une seringue de 50, on va pas pouvoir l'administrer à 0,2 ml/h. La seringue de 50, globalement en dessous d'1 ml/h, elle n'est pas fiable. Elle va mettre énormément de temps à administrer le médicament, le temps de se mettre en pression. Donc déjà, on va avoir une perte d'efficacité, hein. Quand on veut lancer des médicaments qui ont besoin d'avoir une efficacité assez rapide, il faut que ça se mette en pression et que ça arrive à l'enfant le plus vite possible. Et en plus, le fabricant n'assure pas la fiabilité des petits débits sur des grosses seringues. Donc si on est sur des petits débits, comme ça, on va être sur des petites seringues, c'est-à-dire des seringues de 10 maximum. Et entre 0,5 et 1, on va pouvoir prendre celle de 10 ou de 20, et au-dessus de 1, on passera sur des seringues de 50. Donc voilà un peu les cathéters. Alors on a beaucoup de cathéters, peut-être des fois un peu trop, hein, en listing. On va avoir donc les choses que vous connaissez, hein, des monovoix, des double voix, des triple voix. On n'a pas de 4 voix. On s'est dit qu'à un moment il fallait donner une limite. Donc là vous avez un 5 French et puis en haut vous avez le 1 French. Donc ça c'est vraiment les plus petits. Donc évidemment ces cathéters là, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait avec des cathéters plus gros. On ne va pas pouvoir faire de transfusion, on ne va pas pouvoir faire de bilan. On va me dire, c'est con, on pose une voie centrale, on ne fait pas de bilan dessus. Bah ouais, en fait ça c'est des cathéters principalement de nutrition. C'est utilisé donc là le 1 French c'est chez les très grands prémas, hein. On est sur souvent moins de 1000 grammes. Donc c'est un peu aussi la complexité de notre service, c'est qu'on a des enfants qui vont faire moins de 1000 grammes, et puis on a des patients de 15 ans qui peuvent faire 75, 80, 85 kilos, sans forcément parler d'obésité, hein, juste parce qu'il y a des très grands enfants, et du coup avec un poids conséquent, donc il y a des gymnastiques à faire un peu sur et le matériel, sur comment on va engendrer nos soins, engager nos soins entre un enfant qui fait 800 grammes et un enfant qui fait 80 kilos. Donc voilà les cathéters, les indications sont les mêmes, hein. Il faut toujours réfléchir à une indication bien précise d'une pose d'une voie centrale parce qu'il y a beaucoup de risques que vous connaissez. Je ne sais pas si vous avez eu des journées sur les voies centrales, si vous allez avoir un peu sur le côté technique et l'utilisation. De bien choisir son calibre, parce que c'est sûr que ça va dépendre de l'enfant. Le choix des voies, est-ce qu'on aura besoin de plusieurs voies, 2 ou 3, ou si c'est vraiment pour de la nutrition parentérale ou des fois des antibiotiques sur plusieurs jours où les difficultés de perfusion sont telles que de se dire on ne va pas pouvoir poser une voie par jour pour administrer des médicaments pendant 21 jours. Si on est sur des méningites ou des choses comme ça où la cure d'antibiothérapie va être longue et IV, bah, des fois on peut être amené à avoir des enfants qui sortent de réanimation avec une voie centrale juste pour l'antibiotique. Les voies, donc la jugue, la sous-sclave, la fémorale, donc ça c'est des choses que vous connaissez. Il y a des petites particularités sur les nouveau-nés, on va utiliser le réseau de l'ombilic, donc de choisir une veine. Épicutané au cave, donc ça c'est ceux-là, qui sont sur une veine périphérique qu'on va poser en duo médecin-IDE. Donc souvent l'IDE pique parce qu'il a l'habitude de faire ces gestes-là. Et ensuite le médecin monte, une fois que la veine est cathétérisée, jusqu'à avoir une voie veineuse centrale avec des contrôles de radio pour le positionnement. Et la chose la plus importante, c'est que si on n'en a pas besoin, on le vire, quoi. Ça c'est pareil, dans tout quelque chose un matériel qu'on a chez une personne sans intérêt, ben on n'a que les risques, donc il faut l'enlever. Un sonde urinaire, cathéter, c'est exactement pareil en pédiatrie. Et l'intra-osseuse, donc je vais en revenir un tout petit peu parce que sur l'autre topo, on y revient, c'est la voie sur l'enfant en arrêt cardiaque, en première intention, sur l'insuffisance circulatoire décompensée, première intention. On ne va pas faire j'essaie de poser une voie, non.
Et après, ça peut être des fois sur des insuffisances circulatoires compensées, mais sur lesquelles on n'arrive pas à poser des voies. Et dans ces cas-là, on a un peu plus de temps, on fait une prémédication. L'intra-osseuse, c'est beaucoup utilisé en pédiatrie. Il y avait des manuels anciennement, maintenant c'est des systèmes de ce qu'on appelle des perceuses qui font directement un trou et positionnent l'intra-osseuse dans l'os. En général, on est sur le plateau tibial, même s'il y a plusieurs possibilités. Voilà, il y a une technique et des fixations à apprendre. C'est une voie centrale, un équivalent d'une voie centrale en 2 minutes. Il faut s'assurer de certaines petites choses, mais globalement, on peut après tout passer dessus. Et c'est maximum 24 heures, mais même avant 12 heures, on réfléchit à mettre autre chose. Mais en voie d'urgence, c'est quelque chose qui est utilisé très régulièrement en réanimation et aux urgences. On pose la voie intra-osseuse si on n'a pas le choix. Et ensuite, on lance tous les médicaments qu'on veut lancer. On peut même faire des bilans. On peut faire des bactériologies avant de lancer des antibiotiques. Voilà. Il faut juste préciser au labo que c'est de la moelle et pas du sang. Donc 3 tailles. Ça, c'est la manuelle. Ça représente un peu ce positionnement-là. Maximum 24 heures. Il y a aussi des complications, mais comme tout, entre guillemets. Et pour parler un petit peu de l'avenir, donc là, les pauses éco-guidées, c'est quelque chose moi, qui me titille un peu de voir un peu comment on pourrait mettre en place chez les enfants l'éco-guidage pour les pauses de voie veineuse. Il faut que ce soit un gain et pratique et de temps et d'efficacité. Il ne faut pas que ce soit plus long et au final pas plus efficace. Donc moi, j'attends un peu de voir ce que ça donne. Donc les Edelweiss, ça c'est des systèmes de rampe où entre guillemets les médicaments ne vont pas se croiser, ne vont pas se mélanger, sauf à l'arrivée entre guillemets un peu dans ce raccord-là pour être administré au patient. Donc c'est-à-dire c'est en pharmacocinétique, quand on a un médicament, on connaît un petit peu ce que ça fait. Quand on en croise deux déjà, c'est un peu plus compliqué. Et quand on est en réanimation, on va avoir 4, 5 molécules en continu. Si on les mélange, on ne sait pas exactement ce que ça fait. Donc là, l'intérêt, c'est entre guillemets d'éviter les précipitations, d'éviter les mélanges, d'éviter comment de s'assurer que chaque médicament va être administré au plus près seul. Donc ça a été un peu abandonné parce que c'est très cher, comme on roule sur l'or. Donc les bouchons antiseptiques, ça fait 2-3 ans qu'on en voit un peu dans les salons et dans les services utilisés. C'est pour les rampes de VVP et de KT. Les pansements avec des imprégnés, que ce soit en antibiotiques, antiseptiques. Souvent, les antiseptiques sont pas trop adaptés à la néonatologie et la pédiatrie. Parce que voilà, on ne peut pas utiliser de la chlorhexidine à 5% sur les prémas, ça brûle la peau tout de suite. Donc c'est un peu plus compliqué que chez l'adulte. Donc voilà le petit topo sur la perfusion. Il y a 2 petits films. En attendant, est-ce que vous aviez des petites questions? Est-ce que vous aviez conscience des difficultés de la pédiatrie? J'ai une question. Est-ce Ouais. que vous posez des jugs? Alors, logiquement, non. Non. C'est IA d'anesthésiste ou réanimateur, mais au niveau infirmier, logiquement, l'accès vasculaire au niveau du cou n'est pas autorisé. Par exemple, Mais on le fait. C'est pour ça que je dis normalement. Vous avez compris le normalement. J'ai pas voulu me trahir. d'accord. Voilà, les jugs externes peuvent être utilisés, mais c'est pas dans la législation. Maintenant, c'est des fois des choses qui nous aident. Vous n'arrivez pas à trouver une voie, Mais voilà, globalement, il y a 2 essais, droite-gauche. Ça arrive que les 2 aient été en échec aussi. Donc là, en général, il faut savoir assez vite passer la main, c'est-à-dire que pour la relation qu'on mène avec l'enfant, si au bout de 3, j'insiste, non, je vais y arriver, il faut savoir être humble. Bon, bah là, j'ai essayé 3 fois, je vais te laisser un petit peu de temps, je vais aller chercher un ou une collègue. Voilà, et évidemment, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience et qui aussi ont beaucoup plus de facilité à poser des voies veineuses que d'autres. Je vous laisse regarder le. Pour la jugulaire, par rapport au plus grand, oui, c'est vrai que c'est intéressant, sauf que quand vous avez un petit, un nourrisson ou un petit bébé, le cou est court.
Donc le cathéter, il n'est pas enfoncé beaucoup. L'enfant, s'il bouge, c'est-à-dire s'il est passé avec un tube, etc., il va très facilement tirer la bombe. C'est pas très sécurisé si c'est pas le cathéter central qui a été posé. Même pour les petits, les cathéters centrales, si on a 5-6 cm pour l'enfant, ça peut être compliqué. C'est bien. C'est rare que ça. Ça démarre pas? Quand même, mais sur les jugues externes, c'est quand même pas une voie très facile. On aura pas tendance à essayer de la tête. La tête, on voit très bien les veines, tu croises un peu la tête, et on a accès à des veines qui sont assez facilement accessibles, et l'enfant petit ne va pas aller dessus pour la tête. On va aller plutôt soit bouger et s'agiter. Et l'intra-osseuse, là, vraiment garder à l'esprit que c'est une voie fatigante. Hier, par exemple, on a accepté une petite semaine de déshydratation qui a été prise en charge dans un centre de arrivée à cause d'une voie, intra-osseuse. 24 heures. Ils ont gardé l'enfant, ils l'ont expliqué, ils l'ont rempli, raté. Donc c'est vraiment une voie qui sauve. Et maintenant, comme vous le voyez, là, une situation un petit peu urgente, on ne passe plus trop de temps à poser des infoseuses, on en pose, nous, dans le service, en rien, dans des situations un peu urgentes, soit des états de choc qui arrivent, il faut tout de suite poser une voie et on n'a pas le temps de poser tout de suite les cathés intra-osseuses, ou dans des situations où on n'y arrive pas du tout parce que les abords vasculaires sont extrêmement compliqués. C'est pas difficile, donc ça transforme un peu la Ça saute un peu. Et puis l'intra-osseuse, il y a un côté psychologique un peu particulier, mais au niveau douleur, la pose de l'intra-osseuse n'engendre pas une douleur très importante. C'est du 4-5 sur les échelles, hein, sur 10. Ce qui fait mal, c'est quand on injecte du sérum FI pour ouvrir la moelle. Donc là, l'infirmière avait eu un reflux, elle s'est arrêtée, elle a dû bouger un petit peu. Donc là, avec un obturateur, elle va essayer de remonter pour voir si ça suit le trajet de la veine. Elle va me dire, mais elle n'a pas vu, il y avait une voie à gauche. Bon, elle y a la suite. Alors probablement que cet enfant avait déjà une voie pour des antibiotiques, des choses comme ça, et peut-être de l'insuline à lancer. Ça c'est la suite. Alors on les teste toujours. Le reflux n'est pas une indication de pause, enfin de réussite. C'est globalement on essaie d'injecter pour voir si ça gonfle. Et c'est 1 ml, ça suffit à voir si une voie diffuse chez ces enfants-là. Voilà, c'était une petite vidéo sur une pose de voie. Les bilans aussi, ça peut être plus compliqué. On a tendance, quand c'est compliqué, à faire beaucoup de bilans en artériel. C'est pas forcément l'idéal, mais entre des fois avoir 5 tentatives pour avoir 1,5 ml de sang sur des veines sur la main ou sur les pieds, faire un bilan sur une artère et d'avoir tout de suite notre bilan. Voilà, c'est toujours essayer de se positionner sur quel est l'intérêt pour le patient. Ouais, je vais enchaîner. Okay. Sauf s'il y avait d'autres questions, ouais, c'est ça. Pour l'enfant qui est potelé, vous dites on va faire en anatomie parce qu'on ne voit absolument rien. Ouais. Quelle zone vous allez regarder en premier? Alors, ouais, prioritairement, de toute façon, ça va être les mains et les pieds. Alors, le potelé, l'avant-bras, compliqué. Parce qu'il faut vraiment, je ne sais pas si vous le visualisez, hein, l'enfant de 8 mois, il a 3 cuisses, 2 bras. Ça fait pam, pam. Il est gentil, hein, il est mignon. Mais, et en général, en plus, ils sont pas très toniques pour perdre leur poids, mais alors quand on s'approche, ils sont toniques. Ils partent dans tous les sens. Et les cuisses et les mollets, c'est pareil. Donc on va être quand même globalement sur les mains et les pieds. La saphène est assez visible. Des fois, on arrive quand même à la palper. Même chez les potelés, ils arrivent à voir un peu ils ont quand même les poignets et les chevilles accessibles. Mais Je fais souvent dans l'alignement du 4e doigt. oui, après c'est ça. Hein. De toute façon, globalement, moi j'ai passé des fois des heures c'est plein de fois à me regarder ma main. Bon, alors, hop, là, et puis on essaie de traduire le réseau qu'on voit ou qu'on connaît sur l'enfant. Globalement, il y a au moins deux veines, voire 3, dans l'alignement de la main, comme ça. Il y en a une qui est assez extérieure, le milieu, et là. L'anesthésiste
on la voit pas trop. Après, c'est pas non plus dans les recommandations de piquer cette veine-là, parce qu'il y a un trajet, il y a le nerf qui passe pas très loin de l'anesthésiste, et ça peut quand même avoir des fois des petites séquelles. Donc, c'est débrouillardise, expérience, regarder comment font les autres quand on commence à travailler, et puis et d'être humble. Ça fait 18 fois que j'essaie, j'y arrive pas. Ouh, pauvre gamin. Voilà. Donc c'est difficile de se dire il faut que je fasse de l'expérience, mais à chaque tentative, si au bout de 2-3 je vais arrêter, ouais, c'est ça. Donc il faut des fois même se dire vas-y, explique-moi ce que toi tu vois et comment tu ferais, enfin, quelle veine tu essaierais, et je veux bien essayer une fois. Et après c'est ça, les saphènes c'est des veines un peu, c'est bien d'aller voir là d'abord, et puis on en a deux. Sont à peu près au même endroit. Vous prenez la malléole interne et sur le dessus du pied et vous passez sur l'extérieur de la malléole interne. Et en général, si on y va tout doucement et avec des allers-retours, on arrive à la toucher. Alors, toucher, ça ne veut pas dire poser, hein, mais c'est déjà un bon début. Et tienne longtemps. Vas-y. Dans vos objectifs, il y avait du coup la reconnaissance un peu de l'enfant malade et la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc on va voir que l'arrêt cardiaque, la prise en charge est quand même un peu différente chez l'enfant que chez l'adulte. Les recommandations ne sont pas les mêmes, les spécificités ne sont pas les mêmes et les étiologies ne sont pas les mêmes non plus. Donc là on peut passer sur la première. Chez l'adulte, ce que vous connaissez, l'arrêt cardiaque il est dit primaire. En fait, ce qui engendre l'arrêt cardiaque, c'est une défaillance du cœur, mais par cause cardiaque. Donc ça va être sur des arythmies, des fibrillations, des tachycardies ventriculaires. Évidemment, vous avez aussi des asystolies, mais c'est plutôt ces rythmes-là qu'on retrouve dans les ACR chez l'adulte. Et donc l'indication, ça va être de masser et d'avoir un défibrillateur. C'est pas exactement la même chose en pédiatrie. Le rythme prioritaire qu'on va retrouver, ça va être l'asystolie, ou des bradycardies extrêmes quand l'enfant n'est pas encore en asystolie, mais très peu de rythme choquable. Et il est dit secondaire, c'est que en fait, c'est le cœur, évidemment, c'est dans l'arrêt cardiaque, c'est le cœur aussi qui s'arrête, hein, comme chez l'adulte, mais il est consécutif à une défaillance qui est sur plusieurs heures. Il est rarement aussi brutal que chez l'adulte, et donc en fait, vu qu'il est, il est visible sur plusieurs heures, tu peux faire défiler, il doit y avoir une petite animation, waouh. Et bien en fait, si on est capable de reconnaître les signes précoces de l'arrêt cardiaque, ou en tout cas de l'aggravation chez l'enfant, et ben on va éviter d'aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, parce que même chez l'enfant, l'arrêt cardiaque a une prise en charge qui est mauvaise au niveau des séquelles neurologiques et des décès. Donc toute situation, entre guillemets, qui se traduit par un arrêt cardiaque, quand on reprend la chronologie, peut-être qu'il y avait des signes annonciateur et qu'il fallait déclencher certaines choses à ce moment-là. Après, il n'y a pas de magie, il y a des fois des situations qui vont trop vite pour tout le monde. Mais globalement, c'est une cascade, c'est un train qui commence à démarrer, qui vous donne certains signes. Donc c'est de pouvoir les reconnaître et de pouvoir mettre en place des mesures adaptées. Donc là, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait quand on fait une évaluation d'un enfant. Donc c'est basé sur l'ERC, donc c'est une société qui a, c'est European Resuscitation Council. C'est des Belges qui sont regroupés avec plein de médecins européens pour se dire on va essayer de faire quelque chose systématisé. On va tous faire la même chose et avoir à peu près le même langage pour faire l'évaluation d'un enfant et entre guillemets à chaque fois de se dire cet enfant-là, il montre quelques signes, mais il va nous donner du temps dans la prise en charge. Et celui-là, au contraire, il faut aller vite parce que sinon, il va s'arrêter. Et il y a aussi l'enfant qui est déjà en arrêt. Donc là, c'est un peu la reconnaissance de l'enfant. Donc ça commence très rapidement par un CRC, c'est conscience, respiration, coloration. Message très clair, très simple. Est-ce que l'enfant est conscient? Est-ce qu'il est alerte? Ou est-ce qu'il y a les troubles de la conscience? Est-ce qu'il est inconscient? Est-ce qu'il respire? On ne parle pas de fréquence respiratoire, d'asymétrie ou de choses comme ça. C'est juste déjà, est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il respire? Quelle est sa couleur?
Parce que évidemment, si on va être sur, il est inconscient, il respire pas, la couleur, elle est avec. Bon, bah on va être sur une autre prise en charge que alors sa ventilation, est-ce qu'il respire, sa fréquence cardiaque? Non, s'il est inconscient et qu'il respire pas, on est sur l'algorithme de l'arrêt cardiaque qu'on va voir à la fin un peu de ce topo. Donc la VPU, la conscience est plus difficile à évaluer. La réponse à l'ordre simple chez un enfant de 2 mois, comment tu t'appelles, t'as quel âge, vous n'allez pas l'avoir. Donc il faut l'adapter au monde de la pédiatrie. Donc le AVPU, c'est est-ce qu'il est alerte, est-ce qu'il quand même répond à la voix quand on l'appelle, est-ce qu'il y a une réponse à la douleur ou est-ce qu'il n'y a pas de réponse. Une fois qu'on a fait ça, on va être sur un algorithme d'ABC. Donc c'est aussi à l'AFGSU ce que vous avez, ce que vous retrouvez, un ABC, donc avec les voies aériennes, est-ce qu'elles sont libres et sûres, est-ce qu'elles sont à risque, est-ce qu'elles sont obstruées. Libres et sûres, c'est génial, on va pouvoir passer à l'évaluation du B. Hop, non. Si elles sont à risque, c'est en général associé à des troubles de la conscience. Est-ce qu'il peut maintenir une bonne ouverture des voies aériennes ou est-ce qu'il y a un risque qu'il les ferme, qu'il n'arrive pas à les maintenir? Et est-ce qu'elles sont obstruées, corps étranger ou sécrétions diverses et variées en hiver? On va retrouver plein d'enfants qui vont arriver aux urgences avec une obstruction des voies aériennes par sécrétion. Donc au niveau anatomie, il y a donc Alain vous avez dit l'enfant c'est pas un petit adulte, hein, il a sa propre physiologie, sa propre anatomie. Et en fait globalement toutes ces différences là vont nous faire chier dans les voies aériennes et la respiration. Ils sont beaucoup plus facilement avec des voies aériennes qui vont s'obstruer. Anatomiquement, donc vous voyez, il y a une grosse langue déjà, il y a un tout petit cou par rapport à la tête. Les enfants qui ont quelques mois, ils n'ont même pas de cou. Des fois, c'est la tête sur les épaules. Donc évidemment, si vous les traduisez sur les capacités des voies aériennes et à rester ouvertes, c'est beaucoup plus difficile. La langue, quand on fait une ouverture de bouche chez un adulte, vous prenez le ratio de la langue en surface dans l'ouverture de bouche. Chez l'enfant, ça prend quasiment tout. Vous lui demandez d'ouvrir la bouche, vous avez la langue qui prend tout l'espace. Ça, pour les voies aériennes, c'est catastrophique. Ils ont une respiration nasale. Donc là, j'ai passé plancher buccal qui va être compressible. Au niveau du menton aussi, au niveau de l'arc des cricoïdes, c'est beaucoup plus souple. Tout ça, ça engendre des facilités de fermeture des voies aériennes. Et la respiration nasale, pour le moins de 6 mois, quasi exclusive. Donc là, vous voyez bien où je veux en venir. Sécrétion dans le nez, respiration quasiment exclusive nasale, grosse difficulté de ventilation chez les tout petits. Et donc la bronchiolite, il y a aussi l'aspect d'inflammation des poumons et sur les parties les plus fines, dans les plus basses dans les poumons, mais surtout aussi une gêne mécanique. Les enfants ont les narines obstruées, ils ne respirent que par les nez. Et pour l'ouverture des voies aériennes, il faut considérer que le moins d'1 an, on ne va pas avoir ni de flexion ni d'extension, mais plutôt une position neutre pour avoir la meilleure ouverture des voies aériennes. Ça s'explique un peu par tout ce qui est décrit là. Si on va aller sur l'extension, on va fermer les voies aériennes. Donc si on veut augmenter la capacité de l'enfant dans son ouverture, ça va être de rester en position neutre. Et si jamais on doit aussi ballonner, il faut repenser à cette position neutre pour avoir une efficacité dans notre prise en charge au ballon. Donc l'évaluation, le voir, écouter, sentir, on va pouvoir passer, c'est en général de regarder s'il y a des sécrétions, de mettre son visage au-dessus pour voir si on ressent et si on entend un souffle. Au niveau du B, donc le B, la respiration, donc c'est les échanges gazeux, ça j'y reviens pas. Il y a des particularités, la prématurité, le MMH, c'est un défaut de surfactant. Et donc en fait, en fonction de l'âge du nouveau-né prématuré, il va être encore plus sensible à cette immaturité de production de surfactants. Donc là, ça va être des traitements spécifiques de la néonatologie, j'y rentre pas. Et les nourrissons, ils ont aussi, nourrissons et enfants, ils vont avoir une mécanique respiratoire spécifique. Les signes de lutte qu'on va retrouver en pédiatrie ne seront pas les mêmes que chez l'adulte. Il y en a qu'on va retrouver. Et ils ont aussi principalement une respiration en lien avec le diaphragme. Les muscles accessoires respiratoires chez les nourrissons sont très peu efficaces. Et donc dès qu'il va y avoir une difficulté, ne serait-ce que même par voisinage, une occlusion intestinale, une distension gastrique, ça fluctue, ça engendre des difficultés sur la capacité respiratoire de l'enfant. Donc vous avez vu déjà, anatomiquement, c'est plus compliqué, et en plus, toute autre difficulté engendre des difficultés respiratoires. Donc ils sont à surveiller
hop, à surveiller de très près. Et donc pour l'évaluation du B, il y a des acronymes, donc le FTVO, la fréquence respiratoire, le travail, le volume courant et l'oxygénation. Donc la fréquence respiratoire, ça vous connaissez, ça varie selon différents facteurs. La fièvre, douleur, stress, mais il y a aussi l'activité physique. Et l'insuffisance respiratoire. Chez les enfants, c'est le premier signe et qu'on va retrouver chez tous les enfants et assez précocement et sans forcément un signe de gravité, ça va être la polypnée, la tachypnée. Les nourrissons, les nouveau-nés à 1 mois de vie, dès qu'ils vont être en difficulté respiratoire, ils vont se mettre à respirer à 70-80 par minute. C'est pas la gravité première, c'est quand ils vont commencer à ne plus pouvoir compenser ce rythme de fréquence respiratoire-là. On va se dire, oula, là, vraiment, si on n'agit pas maintenant, il va s'arrêter d'épuisement. Il a compensé, il y avait des difficultés respiratoires, il a augmenté son travail respiratoire en augmentant sa fréquence. Et voilà, si bradypnée, rythme irrégulier, c'est cette situation-là qu'il va falloir être ultra actif. Le travail respiratoire, c'est les signes de lutte. Donc les signes de lutte, il y a tous les signes de tirage, le balancement thoraco-abdominal, les battements des ailes du nez, ensuite les bruits, à l'inspiratoire, à l'expiratoire. Alors le grunting, on le voit plus rarement, c'est en fin d'inspiration, ça fait un petit pour fermer les voies aériennes, essayer entre guillemets de garder comme un peu une autopep. Donc le stridor, on va le voir assez régulièrement sur tout ce qui est voix plutôt haute, laryngite. La laryngite chez l'enfant, la laryngite chez l'adulte, c'est une urgence vitale, une laryngite qui arrive aux urgences, parce qu'en fait, la trachée déjà toute petite, s'il y a une laryngite qui s'installe au niveau, enfin, qu'il y a un rétrécissement du larynx, il n'y a quasiment plus d'air qui peut passer. Chez l'adulte, son larynx étant beaucoup plus grand, une laryngite n'aura pas du tout les mêmes conséquences. On va avoir la voix cassée, on va être un peu malade, la barre au crâne. On aura une symptomatologie qui sera bien différente. Chez les tout petits, ça peut aller jusqu'à du coup l'absence de ventilation. Donc une laryngite qui arrive aux urgences en pédiatrie, c'est vraiment quelque chose, on le prend tout de suite et on débute les traitements. Donc ça va être les aérosols, ça va être l'oxygénation immédiate aussi. En tout cas, de faire en sorte que le peu d'air qui passe encore, de stopper l'inflammation pour ne pas arriver à une absence totale de passage. Donc le volume courant, ça va être vraiment le volume mobilisé pendant le cycle respiratoire. Donc avoir une inspection, auscultation, percussion, c'est pas que des choses médicales, un stéthoscope, on a le droit de l'utiliser. Il faut connaître une auscultation claire, normale, pour pouvoir déterminer quand il y a des choses qui sont à écouter. Asymétrique, symétrique, déterminer aussi s'il y a un pneumothorax, s'il y a aussi des atelectasies, s'il y a des endroits où on sent que ça passe moins bien. On peut, en réanimation, quand on est infirmière, prendre un stéthoscope et me dire, voilà, mon enfant même, il est intubé, ventilé, je vais m'assurer que ça passe bien dans l'ensemble des poumons. Peut-être que ma sonde aussi, j'ai l'impression que le repère est un peu bas, de voir est-ce que ça passe bien à gauche ou est-ce que la sonde est plus basse. Il faut s'entraîner à connaître les techniques d'auscultation. Et l'oxygénation, donc là on va rechercher des signes de cyanose. Tu peux y avoir une petite suite. Donc ça va être la coloration, le capteur de SAT. Donc un capteur de SAT qui ne prend pas, c'est pas forcément parce qu'il y a une défaillance du matériel, ça peut être aussi des conséquences d'une défaillance circulatoire. Donc voilà, s'assurer de la bonne coloration d'un capteur de SAT qui est bien positionné avec une bonne courbe, une pulsatilité au niveau du signal. Et si jamais on est évidemment devant une saturation basse, alors on est beaucoup plus tolérant sur l'hypoxie parce que l'enfant est beaucoup plus tolérant dans son hypoxie que chez l'adulte. Des saturations à 88, 89, ça ne va pas nous inquiéter à courir dans tous les sens. On va mettre des choses en place, mais ce n'est pas un enfant qui va s'arrêter à 88 de ça. Chez les adultes, 85, 90, on est beaucoup moins à l'aise. Donc là, par contre, les chiffres, on va vouloir après exactement la même chose, hein, supérieur à 94 et 100, on est bien. Et une fois qu'on avait fait l'observation du B, on passe au C. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire très rapidement dès qu'on ne connaît pas un enfant qui vient d'arriver des urgences, qui vient d'arriver d'un service.
on va lui faire une évaluation assez rapide et on peut la réévaluer comme ça, refaire cette réévaluation dans le temps et de voir un peu l'évolution, s'il y a une amélioration, une stabilisation ou au contraire des signes supplémentaires où là il faut prévenir le médecin en disant je le trouve de moins en moins bien, dans mon évaluation j'avais ça, maintenant j'ai ça. Donc la circulation, c'est apporter à l'organisme l'oxygène nécessaire pour les organes, pour les tissus. Donc l'insuffisance, ça va être une inadéquation, soit j'ai des besoins qui sont augmentés et j'arrive pas à augmenter mes apports, soit tout simplement mes apports sont diminués et mes besoins sont inchangés. La différenciation entre le choc décompensé, c'est à partir du moment où la pression artérielle va être inférieure à la norme basse. Et ce qui signifie au final qu'il y a déjà une souffrance cérébrale et cardiaque dès qu'on est sur une tension abaissée. Donc si on a les signes d'insuffisance circulatoire compensée, il va falloir agir. Mais si on est en décompensé, ce qui nous pend au nez, c'est l'arrêt cardio-respiratoire qui va suivre. Là, il y a une souffrance, et si on n'agit pas, la souffrance, des fois, peut être irréversible. Un petit schéma que vous connaissez peut-être déjà, qu'on retrouve assez facilement pour comprendre qu'est-ce que c'est que la perfusion des organes. La perfusion des organes, c'est globalement, il faut un débit cardiaque suffisant, une résistance des vaisseaux, ça nous donne une perfusion des organes. Le débit cardiaque, ça va être le volume d'éjection fois la fréquence cardiaque. Et les trois déterminants du volume d'éjection, il va y avoir la précharge, la contractilité et la post-charge. Ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est des choses que vous connaissez. Parfait. Et donc l'évaluation de notre C, ça va être la fréquence cardiaque et ensuite 4P. La pression artérielle, le pouls, la perfusion périphérique et l'évaluation de la précharge. Donc j'avais pas détaillé, mais la fréquence respiratoire, plus on est un jeune enfant et plus on respire vite, et plus on grandit et plus la fréquence respiratoire en norme doit être basse. C'est pareil pour la fréquence cardiaque. Vous voyez, hein, les nouveau-nés, ils sont sur une fourchette de 100-180. Au-delà, il faut quand même se poser des questions et des fois, ils peuvent aller même très très haut hein, dans certains troubles du rythme. Ils peuvent faire du 230, 240 dans des TSV. C'est assez spécifique de l'enfant. Et puis on voit aussi voilà, que le rythme cardiaque diminue en fonction de l'âge. La pression artérielle, donc là c'est à l'inverse, elle va plutôt être basse, la moyenne vous voyez, supérieure au terme, c'est assez simple, un nouveau-né, vous prenez son terme, sa pression artérielle moyenne doit être supérieure. Ensuite on va être sur 40, 50, 55, 65 sur les PAM. Ensuite il y a des valeurs, là vous n'allez pas les apprendre, mais des fois en pédiatrie c'est bien de connaître ces normes, parce que entre l'enfant qui est en chambre 1 et l'enfant qui est en chambre 3, il y a 50 différences. Je ne vais pas avoir les mêmes évaluations, je ne vais pas avoir les mêmes chiffres à garder en tête comme alarme. Donc voilà, ce qui est des fois intéressant, c'était le 90 plus 2 fois l'âge ou 70 plus 2 fois l'âge pour la systole. Le pouls, donc ça c'est des choses qu'on fait très fréquemment. De s'assurer, voilà, le pouls périphérique, s'il commence à diminuer, c'est le premier signal hein, dans les recherches du pouls. Quand on a un bon pouls périphérique, on est bien. Après, il y a des signes qui peuvent perturber la palpation du pouls périphérique. Le froid, l'anxiété, la fièvre, ça peut modifier le pouls. La fièvre, ça va être plutôt des pouls très rapides et filants. Hein. Et alors, quand on commence à avoir des difficultés à ressentir les pouls centraux, évidemment, là, on est proche aussi d'un arrêt cardio-respiratoire. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de perfusion qui se fait parce qu'on ne le ressent plus au niveau des pouls centraux. Et la finalité de l'évaluation de la circulation, ça va être la perfusion périphérique et la précharge. Donc la perfusion périphérique, c'est le temps de recoloration, est-ce qu'il y a des marbrures, quelle est la couleur un peu en lien avec la circulation, est-ce qu'il y a une fraîcheur, voire les extrémités froides qui signent une hypoperfusion périphérique. Globalement, l'organisme, on le sollicite, il n'arrive pas à faire son travail habituel, il va se dire je vais faire en sorte de continuer à perfuser le plus longtemps possible les organes nobles, et les mains, les pieds, la peau, il considère qu'il va mettre de côté ces organes-là, hein, si on les considérait comme des organes. Le rein aussi, c'est un des organes qui va souffrir le plus rapidement d'hypoperfusion. Et la précharge, c'est surtout de regarder s'il n'y a pas une augmentation de la précharge.
s'il n'y a pas une difficulté entre guillemets cardiaque avec des signes donc d'hépatomégalie, les turgescences de jugulaire, les râles humides, qui nous indiquent que le cœur est déjà en défaillance et que dans la plupart des situations, je vais être amené à faire des remplissages vasculaires, ou en tout cas d'administrer le remplissage vasculaire demandé par le médecin, mais dans cette situation-là, surtout pas, parce que là, on va noyer le cœur, qui arrivait déjà pas à fonctionner avec la volémie dont il avait. C'est un peu le principe de l'OAP, hein. Vous avez une surcharge, votre cœur, il n'arrive pas à suivre. Si vous le remplissez, forcément, c'est la cata. Et donc, dans ces cas-là, c'est plutôt jouer sur des drogues inotropes. Donc en synthèse, c'est de déterminer si on a des signes qui montrent une insuffisance circulatoire, donc ça va être la tachycardie, ça va être un pouls périphérique mal perçu, un TRC qui va être à 4 secondes, la norme est à 2 secondes. Donc on est sur une insuffisance circulatoire et elle va être compensée, décompensée en fonction de la PAM. Si la PAM est maintenue, on est en compensé. Et donc l'évaluation de la durée, de la conscience. Si on a des troubles de la conscience et un ralentissement cardio-respiratoire, on est en général avec une PAM qui s'effondre. Et là, la fréquence cardiaque, la tension, tout peut se casser la gueule très rapidement. Et donc l'ACR, cliniquement, qu'est-ce qu'on va voir? Au niveau de la conscience, une absence de conscience, pas de réponse. Ensuite, on va évaluer sa respiration. Donc, les gasmes ne font pas partie de mouvements respiratoires efficaces. C'est juste des réflexes archaïques en état prémortem, voire en arrêt cardiaque. L'absence de signes de vie, donc là vous voyez la définition, je crois que c'est l'OMS, il y a absence de pouls. En pédiatrie, on ne va pas rechercher le pouls. Ça va être déjà trop compliqué, une perte de temps, donc on va être directement sur absence de signes de vie, donc c'est absence de conscience, absence de respiration. Et à la différence, donc on peut passer à la différence de l'adulte, où on va avoir une prise en charge de massage cardiaque, on va voir qu'il faudra plutôt faire des cycles ventilatoires, des insufflations, parce que comme principalement l'arrêt cardio-respiratoire chez l'enfant va être hypoxique, si on retrouve une ventilation et on remet un apport en oxygène suffisant, ça peut permettre au cœur de repartir sans massage cardiaque. Donc très rapidement, on va vouloir savoir quel est le rythme de l'arrêt cardiaque. Donc en réanimation, ils sont scopés en continu, mais ça c'est quelque chose qui peut être fait aux urgences, qui peut être fait si vous rencontrez un enfant inanimé dans la rue. Voilà, très rapidement, on a besoin de savoir pour notre prise en charge quel est le rythme de l'arrêt. Donc la systolie, la bradycardie et donc l'activité électrique sans pouls, c'est un peu dans la même situation, le cœur est arrêté ou quasi arrêté. La bradycardie extrême, c'est qu'il y a un rythme, mais qui n'est pas suffisant pour être perfusant. En dessous de 60, sur les nourrissons, c'est pas suffisant pour perfuser les organes. Donc il est considéré comme un arrêt cardiaque, même s'il n'est pas en asystolie. Évidemment, avec aussi une absence de conscience et une absence de respiration. Les autres rythmes, donc la fibrillation, la tachycardie ventriculaire sans pouls, les torsades de pointe, plus rares, mais qu'on peut retrouver aussi chez les enfants. Et donc les étiologies, elles peuvent être multiples, et il y a certaines étiologies qui sont réversibles à laquelle il va falloir penser quand on est sur une prise en charge de l'arrêt cardiaque chez l'enfant. Donc ce qu'on appelle la règle des 4H, 4T, donc l'hypoxie, qui est le premier, l'hypovolémie. Donc l'hypoxie, ça va être toutes les pathologies respiratoires, mais ça peut être aussi le corps étranger, hein, l'enfant qui joue dans sa chambre, puis d'un coup, hop, on n'entend plus de bruit, plus de son. En général, un enfant qui fait plus de bruit, plus de son, il faut aller voir ce qu'il fait. Hein. Il fait une connerie. Alors soit elle peut être grave ou pas grave, mais il fait une connerie. C'est comme un chirurgien. Hein. Un chirurgien qui s'arrête de parler au bloc opératoire, c'est qu'il a fait une connerie. L'anès, il va demander, tu t'as fait quoi? Non, rien. Puis il y a 3 litres de sang qui part sur l'aspi. Voilà, l'hypoxie, hypovolémie, hypo-hyper calcium et potassium. L'hypothermie. Donc l'hypothermie, c'est d'ailleurs une situation où on va prolonger la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire parce qu'il y a des possibilités de récupération malgré des délais plus longs. Donc c'est les noyades souvent qu'on retrouve en hypothermie. Et surtout, en plus, l'adré ne sera pas efficace en cas d'hypothermie. Donc il va falloir masser, ventiler, réchauffer, une fois qu'on a retrouvé une température suffisante, de pouvoir injecter l'adrénaline.
Et dans les 4T, le pneumothorax, la tamponade, les toxiques, thromboembolique. Donc thromboembolique, on le voit un peu moins en pédiatrie quand même. Donc ça, c'était par rapport, c'est des topos que je fais aussi dans le service. Donc ça, c'est les numéros d'alerte dans vos services. Vous êtes en général le numéro d'arrêt cardiaque, plus que d'apprendre un numéro à faire pendant l'arrêt cardiaque, mais il peut y avoir des fois des sonnettes. Il faut toujours savoir quels sont nos moyens d'appel au secours face à des situations d'arrêt cardiaque, peu importe le service dans lequel on est. Où se trouve le chariot d'urgence, qui j'appelle. Et une fois que j'appelle, qu'est-ce que je donne comme information? À tout prix, le lieu, le bâtiment, parce que des fois les services déménagent. Donc je suis en pneumo, hein, hop, ça a raccroché. La pneumo, je crois qu'elle a déménagé, je ne sais plus où elle est. Voilà, c'est quelque chose de très carré. Le SAMU, quand il a un appel pour un arrêt cardiaque, il va rechercher aussi des informations très clés. Qui vous êtes, face à quel enfant, quel type, c'est bien quand même de savoir si c'est un nouveau-né ou un enfant de 10 ans. Qu'est-ce que vous avez retrouvé comme situation, qu'est-ce que vous avez commencé à faire et où vous vous situez, bâtiment, étage. Et donc ensuite, là pour un service de réanimation, il va y avoir très vite une création d'équipe de prise en charge avec un team leader, une gestion dans les travails d'équipe où tout le monde va avoir un rôle et il faut connaître à l'avance un peu ces situations-là pour être efficace. Donc il faut s'entraîner, faire de la simulation. Et dans l'ordre, il va y avoir une sécurisation des voies aériennes et une ventilation. Et des fois, l'arrêt cardiaque, il va s'arrêter là. Il y a une sécurisation des voies aériennes et une ventilation. On a fait repartir le rythme de l'enfant. Il n'y a plus besoin de masser, il n'y a plus besoin des drogues. Juste, il a eu besoin d'être ventilé. C'est la particularité de la pédiatrie. C'est que ça peut suffire. Si ça ne suffit pas, ensuite il y aura le massage cardiaque, la gestion des voies d'abord et les drogues, qu'on va pouvoir détailler. Donc optimiser la ventilation, donc, je vous avais parlé, la position neutre pour le moins d'1 an et le plus d'1 an, on va avoir une extension. Donc vider l'estomac s'il y a une alimentation qui est en cours, évidemment on va l'arrêter. Excusez-moi, on n'a pas cours de physique avec vous? Non? Pas encore. J'ai pas maîtrisé la physique. Physique quantique? Les guédelles en pédiatrie, et je pense qu'en adulte c'est pareil, ça va être pour la taille, il faut trouver la bonne taille. Trop petite, il va y avoir plein de fuites. Trop gros, ça peut engendrer des réflexes nauséeux et des complications et des lésions aussi du palais. Donc il va falloir trouver entre l'incisive et l'angle de la mandibule la bonne taille de canule de guédelle. Au bas vu, premièrement, et ensuite une intubation s'il y a une personne experte pour pouvoir avoir cette technique-là. 5 insufflations, on dit 5 insufflations pour avoir au moins 2 ou 3 insufflations de bonnes, efficaces. Parce que ce qui permet de pouvoir faire repartir, c'est les insufflations, des fois, mais il faut qu'elles soient efficaces. Donc on en fait 5 pour se dire j'en ai fait 2, 3 au moins de bonnes. Il y a 3 tailles de bas-vue utilisées dans le service. Bonjour. Si c'est la physique, c'est pas là. Ah, ok. Toujours pas. Et l'efficacité, quand on est sur une prise en charge de l'arrêt cardiaque, c'est le soulèvement du thorax. Pas plus, pas moins. On ne va pas chercher un volume cible. On va voir si ça a été efficace. Est-ce qu'il y a des signes de vie qui apparaissent après les 5 insufflations? Et sinon, on va être sur les compressions. L'intubation, je l'ai déjà dit. Et si jamais il est intubé, de vérifier que ce n'est pas une erreur de machine, d'extubation, d'obstruction. Voilà. Donc ça, c'est le dopé. Je ne vais pas en parler là. Et de baisser la fréquence de respi de la ventilation pendant la prise en charge de l'arrêt cardiaque s'il est déjà intubé et ventilé. Donc le massage cardiaque, donc c'est maintien des perfusions des organes et des coronaires et surtout que si on met de l'adré, ce soit efficace, il faut qu'il y ait une perfusion. C'est pas on met l'adré, on évalue, on met l'adré, on masse, on réévaluera 2 minutes après. Donc un plan dur, 15-2, changement toutes les 2 minutes du masseur. Pendant la réévaluation, le rythme c'est 100-120, la zone de massage c'est la même, par contre les techniques sont plus nombreuses. En fonction de l'âge de l'enfant, on va se positionner différemment. Alors ces deux-là, ça va être vraiment des fois pas plutôt l'enfant, mais plutôt le soignant. Parce qu'il faut quand même des grandes mains pour cette technique-là, pour pouvoir faire un plan dur avec ses mains et masser avec ses pouces. Et en fait, ces techniques-là sont un peu moins fatigantes que chez l'adulte, enfin sont carrément moins fatigantes que chez l'adulte, mais font mal au niveau des pouces et des doigts quand même. Donc changer tous les 2 minutes le masseur. Et puis là, après, on passe sur des choses que vous connaissez, à 2 mains et à 1 main.
Les voies d'abord, donc on reprend l'intra-osseuse. Hop, l'intra-osseuse, donc j'en ai déjà parlé. Voilà, c'est clairement, s'il y a une voie, on utilise la voie qui est posée, mais s'il n'y a pas de voie, on ne va pas se dire ah, j'ai une belle veine là, c'est bon, je vais. Non, intra-osseuse. Arrêt cardiaque, pas de voie intra-osseuse. Les médicaments, donc principalement, ça va être l'adrénaline, parce que nos rythmes d'arrêt cardiaque vont être non défibrillables, non choquables. Donc avec une dilution spécifique, oula, pardon, en pédiatrie, où on va prendre 1 mg qu'on va ramener dans 10 ml. Et on fera du 0,1 ml kg pour tous les enfants de l'hôpital. Comme ça, au moins, tous les services ont la même dilution, la même préparation. Je ne sais pas si en adulte, vous ne faites pas de dilution, je pense. Vous êtes sur une ampoule. Une ampoule. Bon. Ça facilite les choses. Hein. La pédiatrie, c'est tout le temps se dire recalcul, redilution. Mais voilà, c'est pour être adapté dans toutes les situations. Et puis on va le refaire le plus tôt possible dès qu'elle est prête. Et après T3, T5. Cordarone, amiodarone, donc ça va être au 3e ou au 5e choc, quand on est dans une situation de rythme défibrillable. Le calcium pour le traitement de la protection de l'hypercalémie. Les bicarb, le sulfate de magnésium, et on a une petite feuille qui nous permet, dès le départ, si on a l'enfant, on a son poids, on va préparer tous ces médicaments-là. Comme ça, on a tout prêt pour la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc, on ne le prépare pas tous les jours pour tous les enfants, hein. On le prépare face à une situation d'arrêt cardiaque. On a notre chariot, on a les feuilles qui sont, donc on revient sur celle d'avant. On a toute feuille qui est déjà prête avec les calculs à remettre en place. Donc voilà les défibrillateurs, on peut passer, et l'algorithme en lui-même, qui est quand même bien spécifique pour la pédiatrie. Donc c'est la reconnaissance de l'arrêt cardiaque, libérer les voies aériennes, oxygéner, ventiler. Première étape. Ensuite, s'il n'y a pas d'efficacité, les compressions, d'avoir un scope, la création de l'équipe, les chronomètres et les traçabilités sur la feuille. Et là, soit on va être sur un rythme choquable, soit on va être sur un rythme non choquable, avec l'adrénaline à T0, T3, T5. Et dans notre service, on a aussi une prise en charge pour des ECMO. On fait des ECMO VA et VV. Et il peut y avoir, si l'enfant est dans certaines conditions, des prises en charge, donc d'ICPR, donc d'ECMO pour la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire. Donc voilà, le choc c'est 4 joules kilo. Si jamais on est entre deux graduations, on va prendre la gradation la plus importante sur le choc. On est en asynchrone. Vas-y. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que là j'ai plombé la matinée? Donc il y a les spécificités de l'arrêt cardiaque, il est secondaire. Donc s'il est secondaire, on a une action à faire pendant le temps où l'enfant nous montre des signes de difficulté. Si on fait rien, il peut partir sur un arrêt cardiaque, mais si on fait des choses, il peut se stabiliser. Et voilà, c'est d'anticiper tous les signes de l'enfant malade. Après, sur la prise en charge, évidemment, il va falloir se former en équipe avec des ateliers de simulation réguliers pour pouvoir être le plus rapide et le plus efficace. Toujours savoir quand s'arrêter, parce qu'il y a des arrêts cardiaques qu'on ne peut pas récupérer, et se questionner sur la place de la famille dans ces moments-là. Est-ce qu'on les fait sortir? Je ne pense pas. Est-ce qu'on leur propose de rester dans la chambre? En général, ils se mettent dans des coins. Il y en a qui disent non, là, je sors, je ne peux pas rester. Il faut pouvoir les accompagner quoi qu'il arrive, qu'il y ait une personne qui puisse leur expliquer, leur donner des informations. Votre enfant, son cœur vient de s'arrêter, on commence différents traitements, différentes techniques, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on fait tout pour que le cœur reparte. Et voire même sur la place de la famille, en train de mettre en place, en fonction de ce qui a été déjà fait dans d'autres animations pédiatriques, le fait de refaire rentrer les parents. C'est-à-dire que l'enfant fait son arrêt cardiaque dans la chambre, on sait que les parents sont en dehors, et ben on va les chercher. Bien évidemment, s'ils veulent venir, en leur expliquant ce qui se passe. Alors celui qui va les chercher émotionnellement, c'est un peu difficile, mais ça a montré... Que ce soit un étudiant. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas que ce soit un externe ou un étudiant qui donne des informations aux parents dans ce moment-là. Alors on se dit les gens qui ont la plus d'expérience, ils vont être sur la prise en charge, mais il faut quand même une personne d'expérience pour aller voir les parents et aller les chercher. Les faire rentrer en leur expliquant ce qui se passe, et puis en les mettant en général, on les met plutôt côté tête,
Et puis, donc, ils encouragent, enfin voilà, on leur dit 2-3 petits mots simples, hein, voilà, encouragez-le, encouragez-la. Et tout ce qui a été publié, qui a montré que, en fin de compte, ça permettait aux parents d'améliorer la qualité de leur deuil. C'est-à-dire qu'imaginez simplement, vous êtes dans un service de réanimation, vous êtes en salle d'attente, voilà, puis à un moment donné, comme ce qui se passait avant, il y a quelqu'un avec une tête de déterré qui vient vous chercher, bah, venez voir, rentrer. Alors il s'est passé quelque chose comme ça, puis en général, les parents, ils arrivent, ils connaissaient l'univers de la réanimation, 20 bouts de seringue, des machines, tout ça et tout, etc. Ils rentrent dans la chambre, et qu'est-ce qu'ils voient? Déjà que tout le monde s'en aille, et que tout le monde s'en va, et puis toutes les machines qui sont éteintes, tout qui est arrêté, le scope qui est éteint et tout, etc. Ça, c'est extrêmement traumatisant parce que quelque part, les parents ne vont pas être sûrs que tout a absolument été fait. Alors que, une étape. Ouais. alors que quand ils rentrent, quand on les fait rentrer et quand on les accompagne lors de la prise en charge de l'arrêt cardiaque, ils voient réellement toutes les choses. Alors, très souvent, quand ça va mal se finir, c'est eux qui disent ça va, c'est bon, on a compris. Donc, bien évidemment, on n'arrête pas quand ils disent ça, hein, on continue un peu pour pas qu'ils aient non plus le fait de dire que c'est eux qui ont arrêté la réanimation, mais voilà. Et ça, voilà, pourquoi je vous en parle, c'est que tant nous, sur les côtés techniques, on est très tributaire de ce qui se fait chez les adultes, tant sur le côté éthique, la réanimation pédiatrique a toujours été un petit peu en avance. C'est-à-dire que quand en réanimation adulte, il y avait 2 heures d'ouverture pour les visites, on était déjà à 24 heures sur 24 visites.